Bonjour chers amis, bonjour à tous. Ce matin, je commence, je parle des prémontrés. En milieu de matinée, on reparlera des prémontrés. En fin de matinée, on reparlera des prémontrés. Cet après-midi, on va voir une abbaye prémontrée. Ce soir, je pense que vous aurez une indigestion de prémontrés. Ces bêtes curieuses, hein, ces bêtes curieuses. Bon, moi-même, quand je me suis marié, je ne connaissais que très peu de choses. J'avais la pancarte qui existait déjà à ce moment-là sur ce qui venait d'être l'autoroute liaison Metz-Nancy, où il y avait abbaye des Prémontrés. Alors on dit une abbaye de cisterciens, l'abbaye des Prémontrés à Pont-à-Mousson, bien sûr. Hein, Pont-à-Mousson qui aurait dû être la capitale de la Lorraine, beaucoup plus que Metz ou Nancy. Mais à ce moment-là, donc, je connaissais Marie-Françoise, mon épouse, jusqu'à nouvel ordre. 50 ans de mariage l'année prochaine, mais elle avait à ce moment-là fait un mémoire de maîtrise sur l'abbaye de Murau, l'introduction de la réforme de l'Antiquaire Krieger sous la direction de notre maître vénéré René Tavenot, l'introduction de la réforme de l'Antiquaire Krieger à l'abbaye de Murau. Donc l'abbaye de Murau, j'ai connu à ce moment-là, et après nous avons fait un véritable périple d'abbaye Prémontrée en Lorraine. Aucune ne nous échappait depuis Bellevue, un tout petit prieuré, Belleval-Bois-des-Dames, c'est dans les Ardennes, c'est tout à fait la Lorraine, Justemont, Rangéval, même les abbayes détruites, nous allions Riéval ou Bonfailly, on allait dans les ronces pour voir l'emplacement de des abbayes disparues. Il y en a peu qui ont disparu. Vous voyez sur cette première page, 30 lieux prémontrés en Lorraine, abbaye, prieuré, refuge urbain. Il y avait des refuges urbains, comme pour les abbayes cisterciennes, où quand il y avait des guerres, on se réfugiait les chanoines, parce que là aussi, les gens ne savent souvent, les guides touristiques disent les moines, mais c'était la règle de Saint-Augustin, et il n'était pas question de monachisme, mais de vie en chapitre, c'est-à-dire que les prémontrés étaient des chanoines et non pas des moines. Petit à petit, donc, nous nous sommes familiarisés. Avec ce patrimoine prémontré. Et nous avons, après, bon, on a connu Flavémont et on y a même la première diapositive, on y a même en 1988 avec l'abbé d'Averbode et l'abbé de Tongerlo en Belgique, puisque les prémontrés sont très présents en Belgique, hein, et près d'Anvers, notamment entre Anvers et Bruxelles, beaucoup d'abbayes encore vivantes. Et on avait organisé une journée à Flavémont et Saint-Julien. Donc familiarisez-vous avec cette carte, la Circarie de Lorraine. La Circarie, c'est une province prémontrée, et vous voyez que c'est extrêmement dense, le semis d'abbayes et de prieurés. Et il y a même des séminaires comme celui de Brieul-sur-Meuse. La suivante. Donc je vais suivre un plan, je vais essayer en tout cas, un itinéraire prémontré en Lorraine. Effectivement, itinéraire, la Lorraine a
le circuit, l'itinéraire dans les guides, hein, je parle surtout au niveau touristique, un certain nombre, les guides, c'est les champs de bataille de la guerre de 14, c'est la route du Ver, hein, en Lorraine, c'est un certain nombre de promenades à thème, et franchement, l'itinéraire prémontré aurait droit de citer, hein, aurait droit de citer dans les livres, dans les guides, parce que il y a du patrimoine privé, il y a du patrimoine des collectivités territoriales, il y a du patrimoine que théoriquement l'État devrait surveiller et d'autre part restaurer éventuellement. Ensuite, je verrai les éléments subsistants, les porteries, les églises, mais ce sera un survol. N'attendez pas de moi de vous faire la courte histoire. Je ne vous parlerai pas, sauf exception, des fondations, de la vie, on y serait encore demain ou après-demain. Et puis, un avenir exigeant vigilance, intérêt, courage. Et je crois que l'association de Parny, Vie et Patrimoine n'en manque pas. Le patrimoine prémontré est un élément dans le tourisme, hein, la culture et l'espace lorrain. Donc, la suivante. Je vais commencer par ce petit circuit prémontré, en commençant par la première, Sainte-Marie-aux-Bois. Sainte-Marie-aux-Bois, près de Pont-à-Mousson, un chef-d'œuvre et une perle de l'époque romane, mais très peu connu. Celui qui l'a fait un petit peu connaître, c'est Charles Péguy, qui, en 1914, a cantonné tout près de Sainte-Marie-aux-Bois. Et il y a des lettres qui ont été écrites depuis Sainte-Marie-aux-Bois. Et Sainte-Marie-aux-Bois, c'est vous le voyez là, un chef-d'œuvre du XIIe siècle, du tout début du XIIe siècle, qui vaut tous les Sénanques, les Sylvacanes, les Toronnais, s'il y avait eu une mise en valeur de cette abbaye, à la fois par les propriétaires, aidés par l'État. Fut un temps où, à Sainte-Marie-aux-Bois, quand on s'approchait de l'abbaye, on était presque reçu à coups de fusil. Effectivement, il y a 40 ans, 50 ans, c'était quelque chose, c'était accès interdit. Hein, on se faisait insulter. Et ensuite j'avais en souvenir cet accueil un peu réfrigérant. On ne pouvait pas accéder dans cette église où sont enterrés les tout premiers ducs de Lorraine, il ne faut pas l'oublier. Cette abbaye qui était un refuge pour les chanoines de Pont-à-Mousson. Cette abbaye qui a été longuement étudiée par Hubert Collin, hein, dans les églises romanes de Lorraine. Et je me souviens que pour Châtillon, notre association avait reçu les bravos de l'accueil. Et il fallait aller faire acte d'allégeance auprès de celui qui supervisait le tourisme, Bernard Ponce, l'homme de la grotte d'Ouvéa, et qui nous remettait des bravos de l'accueil, une sorte de diplôme, et dans la file qui allait vers le bureau du ministre, vers le podium, il y avait, juste devant moi, il y avait quelqu'un, abbaye de Sainte-Marie-aux-Bois. Ah, je me suis dit, quand même, c'est du tout. Je lui dis, mais vous faites de l'accueil à Sainte-Marie-aux-Bois? Et il me dit, oui, on reçoit des groupes. Je dis, oh, c'est formidable, mais je ne lui ai pas dit, il y a un changement. Et puis, donc, effectivement, ça semblait se concrétiser. Et puis, il y a 4-5 ans, je me suis, en famille, on est allé à Sainte-Marie-aux-Bois parce que c'est dans le creux d'une vallée, d'une combe quasiment, et c'est quand même un lieu touristique assez impressionnant.
Et en arrivant, je me dis, bon, bah, puisqu'il y a l'accueil, et puis là, vous êtes, qu'est-ce que vous faites ici? Veuillez rebrousser chemin. C'était pas le fusil, mais c'était un accueil tout aussi glacial. Alors j'ai compris après, il y a, et c'est souvent le problème pour les monastères actuellement, les abbayes, les prieurés, souvent il y a 2 familles, 3 familles qui possèdent en copropriété ou en partage, et il y a souvent des dissensions familiales. Voilà. Je n'en dirai pas plus, mais enfin, la suivante, cette abbaye, vous voyez, il y aurait à la mettre en valeur en faisant tomber les hangars de gauche, en restaurant ce qui est à droite, et surtout que cette abbaye du XIIe siècle, qui aurait été fondée par Saint Norbert, mais on n'en est pas sûr du tout, hein, mais qui a à l'intérieur des merveilles de l'époque du début du XIIe siècle, c'est-à-dire du début des Prémontrés. La suivante, évidemment, au niveau roman, hein, au niveau de l'art roman, c'est aussi l'église de Blanzey, c'est-à-dire Poussière aux Chênes, non pas Poussière aux Dames, mais Poussière aux Chênes, en allant vers Amance, près de Nancy. Et là aussi, vous voyez par ce chevet d'église, et aussi par le monastère à côté, il y a, le clocher est un peu disgracieux et disproportionné par rapport à le chœur, le chevet, mais là, il y a, la commune a pris les choses en main, hein, et a valorisé cette petite église de Blanzey, desservie par les chanoines qui vivaient à côté. Il ne faut pas oublier que les Prémontrés étaient à la fois vivaient en communauté, et ça continue, à l'abbaye de Mondet, à l'abbaye de Saint-Michel de Frigolet, ou encore au prieuré de Mont, ils vivent en communauté, mais ils desservent aussi des cures dans le secteur, à Flavémont, desservaient beaucoup de cures, notamment celle de Saint-Julien. Suivante. On y a trouvé dans cette église de Blanzey très récemment des fresques qui sont intéressantes, évidemment piquetées pour y mettre ce qu'il ne faut pas mettre, du plâtre dessus, pour cacher, et tout ça est apparu, et ce sont des fresques qui datent du XIVe ou du XVe siècle. La suivante. Évidemment, quand maintenant on fait un grand saut, hein, ces 2 exemples romans sont intéressants, mais il y a eu les guerres, de religion qui ont peu touché quand même la Lorraine, mais surtout la guerre de 30 ans, donc on est à partir du XVIIe siècle dans une période de recul, une période de ruine, et le XVIIIe siècle, c'est en fait la reconquête et aussi la reconstruction. Et évidemment, Pont-à-Mousson est à ce moment-là, non pas le chef d'ordre, puisque le chef d'ordre c'est Prémontré, près de Laon, hein, mais c'est quand même un élément majeur au cœur de la Lorraine, avec l'université qui est juste à côté, et d'autre part avec la Moselle, avec aussi un site qui est tout à fait intéressant pour les contacts. Et cette abbaye qui a été construite sur les plans dénommé Mordillac, cette abbaye au XVIIIe siècle est véritablement une merveille architecturale avec le classique, mais et aussi le baroque, la suivante. Et d'autre part, il y a, à part Pont-à-Mousson, qui est donc maintenant, il ne faut pas l'oublier, un élément
du patrimoine régional. Il y a des expositions, encore récemment, hier, j'ai reçu tout un plâtras d'expositions qui vont avoir lieu. Il y a eu des choses sur le jardin, etc. C'est un centre qui rayonne et qui est un élément essentiel dans l'économie lorraine. Puisque Pont-à-Mousson appartient au conseil régional du Grand Est maintenant. Il ne faut pas l'oublier aussi, le temple protestant de Nancy, qui est donc place André Maginot à Nancy, et qui autrefois était à côté des Minimes, le lycée Poincaré, à côté des Minimes, était un élément aussi à la fois de refuge et en même temps de rayonnement de cet ordre des chanoines blancs. Et cette église a été construite sur les plans de quelqu'un qui est fort connu, moins connu que son cousin, l'architecte du hameau de la Reine à Trianon, le malheureux qui a été guillotiné en 1794, c'est Claude Mick. L'autre, celui de l'architecte des Jardins de la Reine, c'est Richard. Et Claude Mick et son fils ont construit cette église, là aussi, alliance des goûts du début du XVIIIe siècle, le classique, le baroque, et d'autre part aussi, toujours ces niches qui étaient soit vides, soit qui avaient des statues de saints. La suivante. Alors évidemment, là aussi, centre de rayonnement récent mais extraordinaire, l'abbaye de l'Étanche, à ne pas confondre, souvent les gens qui ne connaissent pas confondent, avec l'abbaye des Cisterciennes, proche de Neufchâteau. Et là, c'est à côté, c'est dans la commune de Lamorville, et vous avez une photo de 1914 qui montre ce qu'était cette abbaye au fin fond d'une combe, là aussi au fin fond, au pied d'une colline plus exactement, et que nous avons connu avec ma femme, encore avec une toiture, pas la toiture que vous voyez là, puisque il y a eu la guerre de 14-18 et la toiture a été totalement anéantie, de même que la toiture de l'église. Mais elle était encore debout. Et cette abbaye, donc la suivante, inscrite en 1984, a été entre les mains d'une famille, et ça a été la mort de cette abbaye, puisque là aussi c'était l'abandon total de cette abbaye, et une association s'est créée pour la sauver. Et là encore l'année dernière, on y est allé, et il y a la pancarte avec les travaux qui sont accomplis par Pierre Bortolussi, l'architecte en chef des monuments historiques, et cette abbaye de l'Étanche, qui a le souvenir de Madame de Saint-Malmont, cette abbaye de l'Étanche est en cours de restauration. Elle n'est pas possédée par l'association, c'est la Safer qui a racheté aux Belges, aux familles belges qui l'ont laissé tomber en ruine. La Safer a racheté et a loué à l'association pour y faire des travaux. Donc c'est un chantier admirable, comme celui de Murau, un chantier admirable dans toute cette kyrielle de sites prémontrés. La suivante. Évidemment, il faut aussi parler de cette abbaye de Jauvilliers à côté de Stainville. Cette abbaye de Jauvilliers qui est curieuse, qui est un peu fantomatique, parce qu'il n'y a que la façade, et une façade un peu austère. Certains disent qu'elle n'a jamais été achevée. La nef a été démolie à la Révolution, et elle est inscrite à l'inventaire. Le cloître demeure partiellement, mais ce qui est aussi admirable, c'est ce puits qui a été restauré, un peu comme le puits de Pousset,
les chanoinesses le poussaient. Bon, on peut, je répète, un peu tiquer sur l'architecture de la façade, deux énormes tours, et au milieu, c'est même pas un avant-corps, hein, c'est plutôt un très concave et très étroit. Mais enfin, cette abbaye date de la construction date des années 1750. Les travaux ont commencé en 1720 et ont été achevés dans les années 1750. Alors, ce qui est admirable pour cette abbaye de Jauvilliers, c'est que les agriculteurs qui possèdent cette abbaye, on est dans le contraire de Sainte-Marie-aux-Bois, les agriculteurs qui possèdent cette abbaye ont voulu la valoriser, la mettre, et ils ont même créé une association qui s'appelle Jauvilliers Échange et Culture. Et ils ont, avec les moyens du bord, ils ont restauré, et il y a un accueil formidable. Enfin, bon, je vous parle peut-être un peu au passé, c'est-à-dire au moment où nous, avec l'association Saône-Lorraine, on y est venu, dans cette abbaye, mais il y a un accueil qui est tout à fait chaleureux. Hein, voilà, la suivante. Pareil-sous-Montfort est aussi un prieuré qui a eu comme fondateur quelqu'un qui est enterré à Rome, à Saint-Nicolas-des-Lorrains, c'est-à-dire Joachim Vautrin, et Pareil-sur-Montfort a subi là beaucoup de propriétés municipales et privées en même temps, le cloître privé, le logis monastique appartenant à la commune. Bon, il y a eu un véritable acharnement privé sur le bâtiment, mal surveillé par l'architecte des bâtiments de France qui a laissé faire, et il y a eu aussi un curé plein de bonnes intentions qui avait fait des dégâts terribles. Il était à ce moment-là, il logeait dans le logis monastique, et il a patronné des travaux malheureux, mais la commune de Paray-sous-Montfort a rectifié le tir et restauré finalement et corrigé ce qui avait été détruit, corrigé, et c'est quand même un exemple tout à fait intéressant. La suivante. Il faut aussi parler, bien sûr, on en a parlé aux journées d'études vosgiennes, d'Étival. Alors bon, là je m'attarde un tout petit peu sur Étival. Étival, c'est une véritable ville-abbaye, et l'église est une photo de carte postale assez curieuse, un grand échalas de clocher, et puis à droite, on est avant la guerre de 14, à droite, un rez-de-chaussée. Bon, l'architecte qui est, je crois, Nicolas Pierson, l'architecte qui a construit cette église s'est trompé. Et il y a souvent des architectes, même Soufflot, au Panthéon, s'est complètement trompé. Hein, on pense souvent aux architectes de génie, mais enfin là, ça a été une erreur, puisque on diminue les étages au fur et à mesure pour ne pas justement faire ce grand échalas de clocher. Et Pierson, si c'est lui, a fait exactement ce qu'il ne fallait pas faire. Et les Allemands, eux, ne s'y sont pas trompés. Ils ont vu qu'en 1944, c'était un observatoire, ce clocher, et que les Américains arrivaient. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont dynamité. Ils l'ont dynamité, et il n'y avait plus de clocher, sauf les rez-de-chaussée. Alors que faire? Reconstruire en corrigeant les erreurs de Pierson, ou tout simplement laisser les choses dans l'état. Le pari qui a été fait, dans les années 50, à ce moment-là, on n'avait pas beaucoup de moyens, les affaires culturelles, terme actuel, les affaires culturelles, on n'en avait pas beaucoup. On a tout simplement
à droite, en se servant du rez-de-chaussée qui existait encore, on a remonté tout simplement 3 étages au lieu de 4. Voilà. Donc, la suivante. Oui, évidemment, cette église a été touchée par des bombardements et par l'explosion, mais est restée quand même presque intacte. Ce chœur avec les armes de Nicolas Stevenel et des abbés, des prieurs, etc. La suivante. Alors, portes et porteries, donc là j'en arrive à la deuxième partie de mon exposé. Portes et porteries, il reste encore des porteries assez impressionnantes, Justemont, le Paray-sur-Montfort, bon là c'est les Ardennes, Belleval, Bois des Dames, la suivante. Et il y a celle, bon mais enfin vous voyez par rapport aux portes fortifiées, puisque ces portes étaient à Murau, il y avait une tour devant la porterie, une grosse tour fortifiée, et là, par exemple à Salival, du côté de Château-Salins, les tours étaient là, tout simplement, le long de la porte. Pont-à-Mousson, même chose, la suivante, Murau, évidemment, la porterie, hein, et puis les palais abbatiaux. Je me souviens, j'avais fait, bon, là aussi dans un voyage sur Lorraine, on avait fait un périple et j'avais fait une conférence en présence de l'abbé de Mondet. Et l'abbé de Mondet m'avait dit oh, ne parlez pas de palais abbatial, on n'est plus dans le temps de l'Ancien Régime, dites le logis abbatial. J'ai dit bon, je me conformerai. Hein, parce que palais, ça fait. Alors celui de Salival, celui de Pont-à-Mousson, et la suivante, des bâtiments canoniaux, gendarmes, privés, qui a eu son heure de gloire il n'y a pas tellement longtemps. Le maréchal Oudinot avait transformé l'abbaye en château, où il avait reçu la duchesse de Berry. Brieul, privé, c'est la famille Ferreira qui a restauré admirablement ce séminaire et qui a, à Brieul, fait appel au lycée professionnel de Verdun pour restaurer toutes les huisseries. La suivante, les cloîtres, Pont-à-Mousson, Rangéval, extraordinaire, ce qui reste, Saint-Paul de Verdun, la sous-préfecture de Verdun actuellement, Jolivier, j'en ai parlé, la suivante, et un mobilier sacré qui est, on en reparlera en fin de matinée, on en reparlera cet après-midi, on en a vu hier à Pré-sur-la-Fauche, des confessionnaux, des statues, dispersés maintenant depuis la Révolution, ici au musée, à l'église des Cordeliers de Nancy, les stalles de Salival, même chose à Vic-sur-Seille, cette statue de la Vierge de Salival. Notre-Dame de Benoît de Vaux, je suis assez en colère quand on néglige cette statue, parce que c'est toute une époque, l'époque de la guerre de 30 ans. C'est une statue de Notre-Dame de Benoît de Vaux, qui était, bon, il y a tout un texte des processions qui ont eu lieu. Flabémont, par exemple, je vous donne cet exemple, mais il pourrait en avoir des milliers, des centaines. Par exemple, à Flabémont, des armoires magnifiques qui sont maintenant à Tongerlo, 2 armoires, un chef-d'œuvre d'ébénisterie. Pourquoi est-ce que c'est en Belgique? Par l'intermédiaire de l'archevêché de Namur. Bon, c'est une histoire assez compliquée. Mais il y a eu une dispersion dans toute la France à partir de 1791 et même au-delà. Voilà. Et je terminerai, je crois que c'est la dernière. En résumé, dans ce
cette introduction, si vous voulez, à cette matinée consacrée à Murau et à cet après-midi. Donc c'est un patrimoine entre les mains, à part presque égale, du privé, de l'associatif et des collectivités territoriales. Et puis il faut être modeste, hein, souvent il y a des cris de triomphe en disant tel lieu est restauré, etc. Et puis 50 ans plus tard, 60 ans plus tard, le lieu n'a plus le rayonnement qu'il avait. Bon, d'autre part, un ordre et des bâtiments atteints par plusieurs chocs historiques, la Révolution, la guerre des 14, les aléas contradictoires de notre époque, hein, restauration exemplaire, destruction, non-entretien, indifférence, et le projet mobilisateur à l'abbaye de Murau et à celle de l'Étanche, hein, deux phares, peut servir d'exemple et donner courage à tout possesseur et transmetteur de patrimoine ancien. Je vous remercie.